Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette newsletter mensuelle du mois de février. Dans cette newsletter, comme à mon habitude, je ferai l'analyse des marchés financiers, comment je vois personnellement les marchés financiers. Je parlerai bien sûr de l'affaire GameStop, parce qu'effectivement, cette affaire, GameStop et les autres titres bien sûr, cette affaire est, je dirais, d'une importance capitale pour comprendre justement le fonctionnement des marchés financiers et surtout pour les débutants, les gens qui ne sont pas là depuis longtemps sur les marchés. Voilà, là c'est très significatif et bien entendu je vous recommande d'écouter entièrement ce que j'ai à vous dire par rapport à cette affaire et vous comprendrez en fait ce milieu-là à travers l'affaire GameStop. Voilà. Je ferai aussi également une courte analyse du CAC 40. J'avais donné donc minimum 5300 points. On n'est pas tombé très loin au mois de janvier. Et bien sûr, je vais analyser de nouveau la bulle financière qui est actuellement présente. Je dirais une bulle extraordinaire. D'accord, extraordinaire. 2000 passe pour, bien sûr, je l'ai déjà dit, une petite bulle à la limite. Mais je vous expliquerai surtout, et à travers des exemples, pour quelles raisons le crack est inévitable sur les marchés financiers. Attention, comme je vous l'ai dit, et ceux qui ont suivi mes précédentes newsletters, voilà, le crack, c'est pas forcément cette année. D'accord, il faut le savoir. Hein. C'était pas forcément pour tout de suite. Voilà, ça peut être dans un an, dans 2 ans, mais vous verrez à travers les exemples que je vais vous montrer que le crack est inévitable à terme sur les marchés financiers. Avant de commencer cette newsletter, il est très important que vous vous abonniez, voilà, parce que je publie régulièrement voilà, des analyses techniques, des newsletters, des vidéos sur la bourse. Et je vous recommande ma dernière vidéo d'analyse technique de 20 titres qui en ce moment récolte énormément de vues et déjà dans le top 5, de mes vidéos les plus vues, alors que j'ai réalisé il y a très peu de temps cette vidéo. Et vous apprendrez les bases de l'analyse technique, des choses importantes qu'il faut connaître en analyse technique et également en psychologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne YouTube ou donc par email. J'y répondrai volontiers. Vous pouvez découvrir également les anciennes newsletters. Je vous recommande parce que je fais un suivi de ces newsletters donc chaque mois. Voilà. Et ma dernière vidéo, bien sûr, à ne pas manquer, ma performance 2020. La vérité, cette vérité sur le trading que l'on vous cache en général. Voilà. Et à travers cette vidéo, vous découvrez ma 5e année consécutive de hausse. Donc 5 années positives consécutivement donc de hausse sur les marchés financiers. Voilà. Donc je vais commencer maintenant par une analyse financière, l'analyse financière, et donc je reprends la suite de la précédente newsletter. Alors, quoi de neuf sur les marchés depuis la dernière newsletter? Eh bien, c'est toujours pareil. Nous sommes dans une bulle gigantesque qui perdure. Les points bas sont systématiquement rachetés. On ne sait jamais où vont s'arrêter les points bas. Voilà, ça c'est la surprise. On a vu un bel exemple en février-mars 2020. Je vais y revenir après dans l'affaire GameStop. Voilà la prochaine rubrique, juste après. Cette bulle boursière est alimentée par des liquidités massives. Voilà. Donc ça continue. Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor américain, ancienne présidente de la Réserve fédérale, promet une relance gigantesque, promet de frapper très fort. Et nous avons bien sûr le nouveau plan du président Biden qui est actuellement en discussion au Congrès de 1900 milliards de dollars. Voilà, donc encore plus de liquidités. Nous avons également, je vais faire une petite parenthèse avant, je vais en parler également, nous avons la négligence de toutes les mauvaises nouvelles qui continuent, voilà, que ce soit des statistiques, des résultats, que ce soit le Covid, je vais en parler juste après,
négligence des mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est caractéristique d'une bulle boursière. Et bien sûr, l'engouement médiatique. Voilà, cet engouement médiatique où en fait les analystes, tout cet univers médiatique vous encourage à acheter ce marché surévalué, d'accord, des records qui pleuvent tous les jours, et notamment le Nasdaq. Cet engouement médiatique provoque, comme en 2000, une arrivée massive de particuliers, et encore là, ça rentre avec l'affaire GameStop aux États-Unis. Mais en 2020, pour la France, il y a 1,4 million de particuliers qui ont été actifs, et 410 000 ont passé un ordre, au moins un ordre. Ces 410 000 personnes n'avaient jamais passé d'ordre ou étaient inactifs depuis janvier 2018. Donc cet engouement qui est présent lors de toutes les bulles, voilà, attire bien sûr de nouveaux petits porteurs, voilà, qui en fait ont du mal à gagner de l'argent, je dirais, avec les placements traditionnels, et parce qu'ils écoutent voilà, le voisin, ou alors la radio, ou ils achètent un journal ou la télé, donc ils disent allez, je vais acheter des actions et je vais gagner, parce qu'apparemment maintenant on gagne à tous les coups. Voilà. Alors cette bulle est caractérisée également par les derniers résultats publiés, voilà, des résultats bien meilleurs que prévus. Bien sûr, quand c'est mauvais, on le passe sous le coude, vous voyez, mais des résultats bien sûr nettement inférieurs avant la crise, et pourtant pour certaines valeurs, des cours au plus haut d'avant la crise. Voilà, hein. Donc oui, en fait, tout va bien, tout se passe bien. Voilà, il faut acheter. Et des écarts de plus en plus importants, mais ça je l'ai dit, je le redis encore une fois, et je vais en parler encore une fois, avec GameStop, parce que là c'est vraiment très significatif, vous comprendrez tout, des écarts de plus en plus importants. Les écarts sont de plus en plus importants intraday. Voilà, et je vais citer Aquel, parce qu'elle me vient à l'idée. Vous avez vu combien elle a pris Aquel aujourd'hui, là? Voilà, bon, c'est vrai, c'est bon, les résultats, ils sont bien, bon d'accord. Mais bon, voilà. Donc vous voyez, cette irrationalité et la puissance des algorithmes, voilà, propulse les cours de 20, 30, 40, 50%. Voilà. Et puis ça va s'accentuer. Je l'ai déjà dit maintenant, il y a plusieurs mois, hein, de nombreux mois, que les variations, elles sont de plus en plus importantes parce qu'il n'y a aucun contrôle sur ces algorithmes. Voilà, hein, parce que c'est comme une fusée. Hein. Ça part, tout le monde va dans le même sens. Voilà, c'est un programme. Hein, donc voilà. Donc des flambées très importantes. Voilà, une irrationalité, un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Et puis, ce qui caractérise aussi cette bulle, c'est qu'il suffit que M. Musk parle pour que le Bitcoin flambe. Voilà. Il avait d'ailleurs fait une petite anecdote sur GameStop qui avait fait flamber le cours. Alors quand on en est là, si vous voulez, voilà, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, parle et ça flambe. Là, c'est qu'il y a véritablement un problème. Et puis vous avez également ce genre de news très caractéristique des bulles où un célèbre cabinet américain a annoncé: l'histoire nous dit que l'économie et que les marchés vont progresser. Voilà, en fait c'est ça. Ça ne peut que progresser. Il faut acheter. Ne craignez rien. Et pourtant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il réellement? Le Covid flambe. Le nombre de cas de Covid flambe. Les morts flambent. Des confinements. Des confinements qui commencent à être mal acceptés par les populations, parce qu'on a vu aux Pays-Bas, notamment qui est un pays relativement pacifique, des émeutes qui ont duré au moins 3 jours. Les prolongations de confinement de l'Allemagne et de l'Autriche. Bon. On se rend compte que ce vaccin, en fait, ne change rien. Il y a toujours de nombreux cas, de nombreux morts. Il y a également, mais ça les médias traditionnels ne le disent pas, des problèmes avec le vaccin, des problèmes des morts sur le vaccin Pfizer, des problèmes d'hypertension également sur le vaccin Pfizer, le vaccin ARN, des grippes, je dirais, très graves suite à l'injection chez notamment du personnel soignant du vaccin AstraZeneca. Donc ce vaccin,
Moi, je suis vacciné personnellement contre l'hépatite B, je suis protégé contre l'hépatite B. Mais ce vaccin ne vous protège pas du virus, puisque il faut mettre le masque, etc., etc. Donc, la situation, quand même, n'est pas réjouissante. N'est pas réjouissante, mais non. On vous dit, mais non, vous inquiétez pas, voilà. Hein. Il faut quand même ajouter que ce Covid-19 a détruit 255 millions d'emplois dans le monde donc en 2020. Il y a eu, je dirais, 4 fois plus de pertes en heures de travail que lors de la crise de 2008. Vous vous rendez compte? 4 fois plus. C'est ce que je vous ai dit. Normalement, le marché devrait être très bas. On devrait être très bas puisque ce prétexte des liquidités, excusez-moi de me répéter, mais c'est très important parce qu'il faut qu'il y ait de la jonction, d'accord, dans ce que je raconte. Ce prétexte de liquidité, mais les liquidités étaient aussi très importantes, quoique moins, il est vrai, en 2008, et ça n'a pas empêché le marché de s'écrouler. Nous voyons aux États-Unis la pire année depuis la Seconde Guerre mondiale. En Corée du Sud, qui est une économie assez forte, une contraction du PIB de 1%, c'est la pire, je dirais, statistique depuis plus de 20 ans. Une contraction du PIB britannique de 9,9% en 2020. Pour la France, c'est 8,3%. Voilà. Monsieur Powell dit que le taux réel de chômage aux États-Unis est de 10%. C'est quand même énorme. Il faut savoir que les derniers chiffres là, du travail et du chômage du mois précédent ont été révisés à la hausse. Voilà. Mais tout ça est ignoré parce que, voilà, c'est comme ça. Une fois que la bulle, elle part, et bien elle est alimentée. Il y a des nouveaux entrants. Voilà, ce qui fait que ça achète. Les valeurs les plus achetées par les Américains, les particuliers américains, récemment sont Tesla et Apple. Tesla, dont les pertes en VAD représentent 38 milliards de dollars en 2020. Alors voilà, c'est toujours pareil, et je dirais que c'est toujours le même processus, le même marché que depuis début 2019. Nous avons eu la correction de 2018, et en 2019, la remontée spectaculaire. Donc c'est ce même genre de marché, rachat des points bas, voilà, mais le problème, c'est que là, ça monte. Nous avons eu cette alerte en 2020. Et là, je vais vous expliquer clairement le mécanisme. Maintenant, je vais vous expliquer clairement avec l'affaire GameStop le mécanisme de cette bulle boursière. Vous allez tout comprendre, vous aurez tout compris. Lorsque vous aurez regardé cette newsletter, puis après, je vous expliquerai, voilà, l'inévitable crack qui nous attend, en prenant des exemples graphiques. Alors, je vous dis à tout de suite pour l'affaire GameStop. L'affaire GameStop, l'affaire du siècle, qui dénote, voilà, je dirais, sentiment, ce tempérament de la nature humaine dont parlait Stan Weinstein, la cupidité. Puisque, et ça, vous voyez, ça ne disparaîtra jamais, puisque il y a une nouvelle qui est tombée il y a quelques jours, un peu inaperçue, que en fait, ils se sont rendus compte que 17 000 Américains, 17 000 particuliers américains se sont fait avoir par une pyramide de Ponzi, par une société de gestion, GPB Capital, qui leur promettait 8% de rendement tous les ans. Voilà, tous les ans. Et en fait, voilà, 8%, c'est beaucoup. Hein, voilà. Donc, malgré les avertissements, cette cupidité ne disparaît jamais. L'affaire GameStop. GameStop, c'est une valeur qui fait que des pertes depuis 8 ans, qui cotait à 3,39 $ au mois de septembre, et qui est montée à 483 $ le 28 janvier 2021, passant d'une capitalisation de 600 millions à 23 milliards de dollars
en un mois. L'affaire GameStop, c'est une valeur vendue à découvert par des fonds spéculatifs, des hedge funds puissants, Citadel, Citron Research, voilà, il y en a plein, Melvin Capital, qui vendent à découvert cette valeur, puisque elle ne fait que des pertes. Et puis d'un seul coup, on apprend que sur le forum Wall Street Bets, sur le réseau social Reddit, qu'il y a une coordination de particuliers, de nombreux particuliers se sont alliés pour acheter Wall Street, pour acheter GameStop, excusez-moi, afin de contrer les fonds spéculatifs. Et nous avons eu également ce phénomène sur la chaîne de cinéma AMC qui a monté de 301% très rapidement. Voilà. Donc, les particuliers s'allient, d'accord, pour contrer les fonds. Ils arrivent à contrer les fonds et à faire flamber GameStop. Il y a des pertes de milliards de dollars pour les fonds spéculatifs. Voilà. Cette valeur monte à 483 $, puis s'écroule. Et la SEC, le régulateur de la bourse américaine, n'intervient que plusieurs jours après ce phénomène, intervient alors que, je dirais, GameStop a déjà bien monté, voilà. Et en fait, voilà, c'est ça la version officielle de l'affaire GameStop, c'est-à-dire que vous, en tant que particulier, avec votre petit capital, vous pouvez être capable de faire tomber, je dirais, les fonds spéculatifs, voilà. Vous faites la pluie et le beau temps, vous faites la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Voilà, sur Wall Street Bet, sur ce forum, sur ce groupe. Les particuliers font la pluie et le beau temps. Nous avons vu effectivement le même phénomène sur l'argent, au plus haut depuis 8 ans. Également sur les valeurs du cannabis qui ont flambé avant de s'écrouler mystérieusement, comme GameStop. GameStop monté à 483 $, mais qui ne cote plus que 89 $ le 2 février et 49 $ le 9 février. Alors voilà la version officielle. Une horde de traders amateurs, les boursicoteurs. Voilà, c'est comme si la bourse était un jeu. Les boursicoteurs, voilà, se sont alliés, ont propulsé les cours du cannabis et de GameStop à la hausse et ont fait plier, dans une moindre mesure, fait perdre des milliards de dollars aux fonds spéculatifs. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé en fait sur GameStop, parce que mes chers auditeurs, je peux vous le garantir d'une source sûre, que la proportion des particuliers présents sur GameStop était nettement inférieure à 50%, et que d'ailleurs la plupart des petits porteurs ont vendu quand la valeur a fait son premier pic autour des 180 $. Il y a eu une chute brutale de mémoire sur 60 $. Et en fait, c'est suite à cette chute sur les 183 $, que les particuliers, pardon, ont distribué. Donc en fait, ont perdu de l'argent. Sur GameStop. La flambée de GameStop est surtout due au hedge fund. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que certes il y a eu des pertes, mais que des hedge funds ont gagné énormément d'argent sur GameStop. Parce qu'en fait, il faut tirer les choses au clair. Et vous voyez que
ce genre de comportement est complètement irrationnel. Est complètement irrationnel parce que GameStop est une société en quasi-faillite et flambe à 483 $. Voyez l'irrationalité des marchés financiers, le fait que les fondamentaux sont déconnectés de la réalité de plus en plus, mais également à travers cette affaire, et je vous parlerai d'autres choses juste après, très intéressant aussi, à travers cette affaire, on voit que justement la puissance des algorithmes provoque ce genre de situation. Parce que, je le répète encore une fois, ça c'est comme pour Tesla, je pense vraiment que s'il n'y avait pas les algorithmes, GameStop ne serait jamais monté à 483 $. Voilà. C'est le fait, comme je vous dis, d'utiliser un programme, tout le monde utilise ce programme, il n'y a aucun contrôle, aucune limite, tout est possible, d'accord? Pourquoi pas Visiomed à 200 €, voilà, ou à 100 €, pourquoi pas, voilà, tout est possible. Donc de l'hyperspéculation, je dirais, contrôlée par de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça maintenant à la bourse. Alors je ne dis pas que c'est mal, je constate, c'est tout. Je vous dis la vérité, je vous dis ce qui se passe. L'irrationalité exacerbée par ces puissants programmes. Voilà, et ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini, c'est que le début. Jusqu'au jour où, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on va essayer de décortiquer cette affaire GameStop. C'est quand même très étrange. Parce que c'est quoi cette affaire GameStop? Alors, moi, c'est comme sur mon groupe Facebook. Nous sommes presque une centaine sur mon groupe Facebook. Je commençais à dire, hein, sur mon groupe, acheter telle valeur. Et je peux vous dire que moi, je ne vais pas leur faire acheter une valeur, je dirais, traditionnelle. Parce que moi, je sais quoi leur faire acheter. Moi, je sais quelle valeur je peux leur faire acheter. Et cette valeur ne sera pas forcément une mauvaise valeur. D'accord? Mais je sais quelle valeur leur faire acheter pour qu'elle monte très vite. Mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je lance un appel à acheter cette valeur sur mon groupe Facebook. D'accord? Mais c'est quoi ça? Ça s'appelle de la manipulation de cours. Ça s'appelle de la manipulation de cours. Et d'ailleurs, je ne sais pas aux USA, mais en France, c'est globalement complètement interdit de dire, sans être professionnel, acheter cette valeur. Donc moi, je vais m'amuser lundi, là, 15 février. Donc je plaisante, mais voilà, c'est comme si je m'amusais à dire, acheter cette valeur. Voilà, et puis, tranquille. On va acheter, allez, on va prendre celle-là, là. Là, c'était GameStop. Et on va gagner. C'est de la pure manipulation de cours. Et ce qui est très étonnant, c'est que la SEC n'intervient que beaucoup plus tard. La SEC n'intervient quand GameStop est déjà très haut. Et surtout, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, qu'est-ce que ça a fait, ça? Parce que ça a fait le tour un petit peu des médias. Eh bien, ça a fait rentrer des nouveaux là. Des nouveaux qui ne connaissent pas un graphique, qui ne savent pas ce que c'est qu'un graphique. Ah oui, c'est super, là, GameStop est flamme, là, il faut rentrer. Donc, ils sont rentrés, bien sûr, au plus mauvais moment. Ça a fait rentrer. C'est le principe, comme je vous ai expliqué avec la bulle, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de nouveaux arrivants par des affaires comme ça, d'hyperspéculation. Et bien sûr, cette affaire d'hyperspéculation est très significative d'une bulle boursière. Et je dirais peut-être que la fin, peut-être. Vous voyez, là, c'est vraiment, on y va à fond, c'est du grand n'importe quoi. Les derniers y rentrent, ils se font rincer, voilà. Donc, c'est purement de la manipulation de cours. Et bien sûr, il n'y a pas eu d'intervention rapide. Et comme je vous le dis, de source sûre, la proportion de particuliers présents sur GameStop était nettement inférieure à 50%. Et la plupart étaient vendeurs. Mais bien avant, si vous voulez, je dirais, la flambée terminale. Ce qui fait que, bon, après ce qui s'est passé, à mon avis, les hedge funds ont pris le relais, ils ont fait monter le titre, il y a des nouveaux qui sont arrivés, et là ils se sont fait sortir, puisque vous voyez que en 12 jours, mais même pas, donc en 12 jours, c'est du 28 janvier au 9 février, mais c'est en fait, c'est même pas 12 jours de bourse, hein,
le titre est passé de 483 à 49. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que ça, on pourrait dire que c'est similaire au crack du sucre. C'est similaire à l'affaire du sucre de 1973. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, eh bien, en fait, il y avait des grosses sociétés qui mandataient je dirais, des beaux parleurs. On le voit là, c'est Depardieu. Il y a le film, là, le sucre, il faut le voir, avec Depardieu et Carmé. C'est Depardieu qui joue le rôle. Qui devaient recruter je dirais, des provinciaux, des provinciaux fortunés. Alors c'est Carmé, voilà, qui a quand même de l'argent, pour leur faire miroiter des gains mirobolants sur le sucre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même principe que sur GameStop. C'est le même principe, à part que maintenant, ce sont les réseaux sociaux. C'est Internet, voilà, c'est autre chose. C'est plus maintenant comme ça, hop, je vous appelle et on discute. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on te fait croire, on vous fait croire que vous allez être le roi du monde. Que vous allez être le roi du monde. Et que vous allez gagner beaucoup d'argent. Et là, on leur fait croire en l'occurrence que vous êtes plus fort que les fonds spéculatifs, les hedge funds qui ont des milliards de dollars. Voilà. Et de toute façon, tout ceci est très simple à comprendre. Imaginons, on va faire le calcul. Imaginons, vous prenez 1000 particuliers qui ont 50 000 dollars. D'accord? Alors 50 000 dollars, ça commence à faire. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? 50 000 dollars. Alors ce n'est pas certain que sur 1000 particuliers, ils aient 50 000 dollars. Mais bon, passons. On va faire 1000 particuliers à 50 000 dollars. Ça fait 50 millions de dollars. Est-ce que vous croyez que 50 millions de dollars vont mettre à genoux les fonds spéculatifs? Non mais franchement, est-ce que vous y croyez? C'est-à-dire, même si vous prenez une coordination de particuliers qui est de la pure manipulation de cours, hein, qui est de la pure manipulation de cours, vous prenez une coordination de 1000 personnes qui ont 50 millions, vous croyez qu'ils vont faire payer les fonds spéculatifs? Non. Parce que les fonds spéculatifs, ils ont les infos avant vous. Ils ont les meilleurs logiciels, ils ont les meilleurs traders. Les meilleurs sont les meilleurs, d'accord, hein? Ils ont beaucoup plus d'argent que ces traders réunis, et en plus, ils ont un effet de levier plus important. Voilà. Tout est meilleur. Tout est supérieur. Donc c'est sûr que, voilà, on vous fait croire, pour vous faire rentrer, ceux qui sont rentrés au dernier moment, là, voilà, on vous fait croire que vous êtes le meilleur, vous êtes le plus fort et que vous allez gagner. Et bien ça se termine comment? Ça se termine par des pertes. Et la manipulation de cours, voilà, ce n'est certainement pas les particuliers, mais voilà, des personnes bien placées, je dirais, mais voilà, qui sont, je dirais qu'ils font en partie des hedge funds. Voilà. Et il y en a qui se sont gavés là-dessus. Voilà la triste réalité. C'est comme on croit que de trader beaucoup, on gagne beaucoup. Et ça, ce n'est pas vrai. Et je le tiens aussi de source sûre. Voilà, ça je peux vous le dire. Ça n'existe pas. Qui trade beaucoup ne gagne pas beaucoup. Je dirais que c'est plutôt l'inverse. Voilà le mécanisme d'une bulle boursière où tous les stratagèmes sont bons pour vous faire croire que vous allez gagner de l'argent très rapidement. Ça me rappelle, voilà, Vivendi en 2000. Voilà, tout est bon pour que vous rentriez sur le marché au plus mauvais moment et que vous perdiez très rapidement votre capital. Et je terminerai par cette dernière affaire, et ce n'est sûrement pas terminé, l'affaire Spectra Science. L'affaire Spectra Science, cette valeur qui a été récemment suspendue par la SEC, suspension jusqu'au 25 février, Spectra Science, une valeur qui ne publie plus depuis 2017. Le site internet ne fonctionne plus, le téléphone ne fonctionne plus, et cette valeur, dont la promotion a été faite comme par hasard sur les réseaux sociaux, a pris 633% depuis le 1er janvier. Alors c'est bizarre qu'elle soit toujours cotée, cette valeur. Vous êtes d'accord avec moi, d'accord? Cette valeur qui cote dernièrement 0,0022 $. Une penny stock. Alors vous savez à quoi ça me fait penser cette affaire-là?
Ben oui. Regardez le loup de Wall Street. C'est du Jordan Belfort. C'est exactement la même chose. Voilà. Parce que Jordan Belfort, mais lui c'était le téléphone à l'époque, faisait la promotion de ce genre de valeur qui cotait rien du tout. Voilà, 0,0022 $. Enfin, maintenant c'est ce qu'elle vaut, mais elle valait encore moins cher. Hein. D'accord. Voilà, c'est la technique de Jordan Belfort. Et on a permis cela. La SEC, elle intervient bizarrement, alors que la valeur, elle a pris 633%. C'est-à-dire que là, en fait, quand ça va recoter, ben, ça va perdre beaucoup. Le problème, c'est que là, il y en a qui en ont des Spectra Science. Et ils vont tout perdre. Voilà. L'autre affaire qui vient de sortir. La promotion sur les réseaux sociaux de Spectra Science. Hein, voilà. Les particuliers boursicoteurs. Mais bon, en tout cas, s'ils sont dessus, ils sont ruinés. Voilà. Je tenais à vous mettre au courant de cette réalité. Pas la réalité des particuliers qui sont les rois de la bourse, mais la réalité que les particuliers sont des pigeons. Voilà, et surtout que ces événements signent peut-être la fin prochaine de cette bulle boursière. Voilà, vous voyez l'extravagance, l'irrationalité à son comble. Voilà. Et donc, dans la prochaine partie, maintenant, je vais vous montrer graphiquement avec des exemples. Bien évidemment, si après je ferai une petite courte analyse du CAC 40 pour voir en gros ce que ça peut donner, je vais vous montrer justement que le crack est inévitable à terme. Mais bien évidemment, je ne suis pas comme tous les vendeurs du crack et qui vous vendent le crack tous les ans depuis 10 ans. Comme je le dis si bien, ça peut très bien continuer à monter encore. Et on va le voir sur l'analyse. Le crack est inévitable. Et vous allez le savoir tout de suite. Rebonsoir, je continue cette newsletter, donc samedi 13 février, il est un peu plus de 21 h. Et donc la troisième partie, l'inévitable crack. Alors comme je vous le dis, moi je ne suis pas un vendeur de crack, je ne vais pas vous vendre le crack tous les ans, ça peut continuer à monter, Tesla ne fait que monter, continue à monter malgré les vendeurs à découvert. Donc ça peut continuer à monter effectivement, voilà. Mais là vous voyez que sur notre cher Nasdaq 100, que j'ai déjà montré à plusieurs reprises, alors je vous renvoie à mes newsletters, hein, il y a une playlist, elles sont donc publiques depuis janvier 2020, voilà. Donc là vous voyez que sur le Nasdaq en mensuel, ici, la situation devient critique, puisque vous voyez que comme en novembre 1999, excusez-moi, vous avez ici 1999, vous voyez la hausse terminale, c'est-à-dire que là ça explose à partir de novembre 1999, vous voyez que Shinkuspa, il progresse, il n'y a plus de consolidation, une hausse terminale très rapide, d'accord, et là nous avons exactement la même chose à partir du mois de juin. Donc le Nasdaq a pris environ 45% depuis le mois de juin, je précise sur une récession la plus sévère depuis 1929. Une situation catastrophique et rien n'est réglé. Voilà, on porte toujours le masque dans la rue. Hein. Donc, vous voyez, l'euphorie, enfin une bulle exponentielle. Et donc, une forte hausse très rapide, comme en 99. Vous voyez là, il n'y a plus de consolidation. Et vous avez une chose ici, c'est que le Kumo est très éloigné des cours. Vous voyez ? Alors il est montant, il est fin, c'est super, mais il est très éloigné des cours, et ça, ce n'est pas bon. Voilà, vous voyez là, comme c'est, il est très éloigné des cours, également ici. Donc là, nous sommes arrivés sur un point critique, même si ça peut continuer encore un petit peu. Voilà. Alors, deux choses. Alors, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir une correction comme on a eu en février-mars 2020? La correction de février-mars 2020 était la plus importante et la plus rapide de tous les temps en 3 semaines. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire une dernière correction? Ça, ce n'est pas certain, puisque j'ai dit, voilà, la correction de 2020, c'est peut-être un peu comme le flash crack de 98, mais en plus sévère. Soit ça va être ça. C'est-à-dire qu'on fait une dernière correction, on revient faire
soit un dernier plus haut après, comme ils ont fait là, après là, sur la reprise, soit on fait un haut moins haut, et là ça sera le crack rampant qui partira, ou soit voilà, ça va partir directement sur le crack rampant. Vous voyez que là donc c'est critique, bien évidemment, on vous encouragera toujours à acheter ce marché. D'ailleurs je vous l'ai dit là, tout à l'heure un cabinet célèbre qui dit l'histoire nous dit que l'économie, les marchés vont monter, vont progresser, voilà, sur un marché comme ça, voilà. Oui, bon, Google, Amazon, Apple, Microsoft, ils ont traversé la crise, enfin voilà, où ils vous disent oui mais cette fois-ci c'est différent, voilà, ça c'est des messages qu'on entend sur les bulles terminales, etc. Donc on vous encouragera médiatiquement, par toutes les formes médiatiques, sur les réseaux sociaux, les forums, à acheter ce marché. Voilà, mais effectivement, vous, si vous êtes débutant, vous ne connaissez pas forcément les graphiques. C'est vrai que moi, quand j'ai acheté des Vivendi en mars 2000, au plus mauvais moment, je le répète, je ne savais pas ce que c'était un chandelier japonais. D'accord? Voilà, je vous le dis quand même. Après, j'ai vite appris ce que c'était. J'ai vite compris après. Voilà. Donc, vous pouvez me dire, mais pourtant, ça va monter, c'est super, tout va bien, ça va continuer comme ça éternellement, les banques centrales, etc. Toujours le même prétexte, la même soupe que l'on vous sert tout le temps. Et bien justement, mes chers auditeurs, maintenant je vais vous montrer, je vais vous prouver que dans ce genre de situation, je parle de preuves, que le crack, je ne sais pas quand il arrivera, est inévitable. Donc vous avez bien vu ce graphique-là, la hausse terminale très rapide. Hein, d'accord, ici, Shinku, là, il fait plus de points bas. Hein, et là, c'est exactement la même chose. Déjà, là, on était pas mal. On était pas mal ici à partir de janvier 2017. Novembre 2016, excusez-moi, on a consolidé ici. Donc là, vous voyez, c'est exactement la même chose. Et je vais vous montrer maintenant avec trois exemples, que le crack est inévitable. Alors, nous allons commencer par Eramet. Ah, c'est sympa Eramet. Hein. Alors Eramet, nous avons assisté, je me rappelle, j'en avais acheté à l'époque. Je les avais achetés alors attendez, c'était par là que je les avais achetés. Voilà, en 2008. Vers 250 là. Je les avais achetés par là. Je me rappelle à l'époque. Hein. Et vous voyez, elle est tombée à 85. Ah oui, ça fait mal. Hein. Donc, vous voyez, Eramet, la hausse parabolique. Un truc de malade, très rapide, une hausse très rapide. Donc là, le Nasdaq, c'est 45% en 8 mois. Là, vous voyez, ça passe de 118 à 560. Bon, là, il y a eu des dividendes. Les dividendes sont ajustés. Donc, en fait, c'était plus haut que ça. Elle était à plus de 600. Donc, vous voyez, cette hausse, c'est hallucinant. Et c'est rapide. Mars 2007, ça se termine 14 mois plus tard. D'accord? En mai 2008. Voilà, c'est pareil. Il n'y a plus de conso. Et là, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement puisque vous n'avez aucun support. Il n'y a pas de support là. Vous voyez, c'est long terme. C'est du mois, il n'y a pas de support. Donc, c'est l'effondrement. Il retrace complètement la hausse de mai 2007. Voilà. OK? Ensuite, Xilam. Alors, voyez Xilam, c'est magnifique. J'avais gagné pas mal d'argent, mais je l'avais vendu très tôt quand même. Je l'ai vendu par là, Xilam. Voilà. Mais je l'ai gagné pas mal à l'époque. Moi, je l'ai vendu en 2017, je l'ai raté. Je l'ai racheté une fois. Je crois que c'était en 2019 et j'ai perdu le trade. J'ai fait un trade, j'ai perdu. Bon, pas énormément, hein, mais j'ai perdu. Xilam, vous voyez, là, c'est énorme. Alors, vous voyez, novembre 2016, ça se termine. En mai 2018, ça a duré quand même 1 an et demi, hein, le cinéma. Et je me souviens, et si je pourrais m'amuser à le retrouver. Il y avait un auditeur qui me suit toujours d'ailleurs. Salut Olivier, voilà, si tu m'écoutes. Il m'avait dit, oui, Xilam, mais qu'est-ce que t'en penses, c'est tout. Et c'était en 2017. Alors je sais pas, elle devait être par là, vous voyez, vers les 30 là. Voilà. Et je lui avais expliqué dans ce mail que, en fait, ce que je vous dis, ça la hausse parabolique, et que les gars sur les forums, ils en peuvent plus là, et qu'en fait, il y en a qui vont se ruiner sur Xilam. Alors je lui disais, effectivement, ça peut continuer à monter, effectivement, ça a continué à monter, vous voyez.
Mais voilà, si vous voulez, vu comme c'est une hausse parabolique sans consolidation, il y aura des ruinés sur Xilam. Et voyez que c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'après un plus haut à 70, elle a fait quand même un point bas à 24. Et de mémoire, j'avais sur une analyse donné 23 comme objectif à Xilam, de mémoire. Hein. Voilà. Donc vous voyez l'effondrement de Xilam. Et surtout, dans ce genre de situation de hausse parabolique, ça dure longtemps après. C'est-à-dire, il y a des consos et des phases baissières, mais vous voyez là, ça dure depuis mai 2018, elle fait rien, Xilam. Donc ça fait presque 3 ans. Presque 3 ans qu'elle fait rien, Xilam. Voilà. Donc un autre exemple, vous voyez que dans le cas d'une hausse parabolique, c'est l'effondrement à un moment ou à un autre. Et je vais terminer, parce que c'est pas mal aussi, par Placivaloir. Placivaloir. Et voilà. Superbe. Placivaloir. On commence, voilà sa conso, ici surtout, décembre 2014. Ça dure quand même 2 ans et demi le cinéma. Hein. 2 ans et demi le cinéma. On monte à 24, vous voyez. Hop, 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 hop. Très peu de conso, très peu de conso. Et là, l'effondrement de Placivaloir qui est quand même descendu à 2,80. Hein. Presque divisé par 10. Voilà, elle rebondit. Voilà. Mes chers auditeurs, vous voyez que... Bon, il y a d'autres, je pourrais vous donner d'autres exemples. Hein. Des BV, enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Et voilà, donc dans le cas de ce genre de hausse parabolique, eh bien, effectivement, nous avons des baisses paraboliques. Hausse parabolique, baisse parabolique. Voilà, donc, avant de conclure cette newsletter, je vais faire un tout petit point sur le CAC, et donc on va essayer de décrypter ce que va faire le CAC sur le mois prochain, puisque je pense que la prochaine newsletter, je la ferai vers mi-mars. Le CAC 40, 5703. Alors, ça j'en avais parlé, vous voyez la réintégration du Cumospan haussier, donc là, ça repart. Ouais, ça repart. Shinkuspan repasse les chandeliers, donc là ça repart. Donc sur ma newsletter de prévisionnel du mois de décembre, j'avais dit que d'ici mi-mars, il me semble, on pouvait, il y avait encore une probabilité que ça chute en dessous des 5000. En dessous des 5000, voilà, il me semble bien que j'ai dit ça. C'était une probabilité d'ici mi-mars, donc un mois. Voilà, a priori, effectivement, là on est très loin, ça n'arrivera pas, mais je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Alors, ici c'est le 4 heures. Vous ne remarquez rien. Vous ne remarquez rien. Parce que voilà, je le dis souvent, je le dis sur mon groupe Facebook, en fait, il faut arriver à identifier le mouvement des algorithmes. Et en fait, là, nous sommes sur l'H4, donc la configuration graphique de 2021 est similaire à celle de 2020. Vous voyez la souris ici, là. Donc là, c'est 2020. Vous voyez? Regardez. C'est exactement la même. Ça veut dire que au mois de février, comme ici, vous voyez, là, c'était grosso modo, hein, nous avons fait une percée du Cumospan. Après, nous avons fait une remontée. Une remontée qui a effectué un nouveau plus haut, légèrement plus haut. Hein. On va le voir un jour, avant l'effondrement. Avant l'effondrement. Et le flash crack, voilà, de février-mars 2020. C'est exactement la même configuration. C'est bizarre, non? Vous trouvez pas ça bizarre? Voilà. Bien, alors, maintenant, il faut voir un jour. Oh, que c'est joli, le jour. Voilà, c'est exactement la même config. Vous voyez? Et là, ça lâche. Là, le futur est un peu fin, ça lâche là. Hein? Voilà. D'accord? Ça lâche là. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, voilà, hein, c'est possible que d'ici mi-mars, on soit, voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais bien évidemment, chers auditeurs, et pour certains qui me suivent maintenant depuis longtemps, voilà, bon, tout est téléguidé à l'avance, hein. Évidemment, n'est-ce pas? Bien, alors voilà, ben oui, là c'est une preuve, la même config l'année dernière, et puis le tout de savoir s'ils vont nous refaire la même chose, voilà. Bon,
hormis cela, vraisemblablement, voilà, ce n'est pas ce qui va se passer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est dépasser à la hausse, dépasser les anciens plus hauts, ici, 5721, et l'objectif, c'est la base du gap hebdo, ici, en premier objectif, hein, 5860. 5860. Alors, on peut très bien combler le gap. À 5995, 6000. Allez. Ça veut dire que d'ici un mois, on peut être à 6000. En premier objectif. Premier objectif, pardon. 5860, 6000. Voilà. Et c'est tout à fait possible. Bon, attention à la platitude qui jaune. Et là, bon, vous voyez, c'est quoi ça? C'est pas... Bon, c'est pas haussier, ça. Hein, c'est pas haussier. D'accord? C'est pas haussier. Voilà. Donc, à la hausse, on peut très bien aller chercher cette zone. Pour faire le suivi de ma newsletter prévisionnelle du mois de décembre, que je vous recommande, il y a pas mal de vues d'ailleurs. Donc après, on se donne rendez-vous au mois de mai. Voilà. On se donne rendez-vous au mois de mai où là, il y avait une possibilité de nouveau de casser les 5000, mais bien sûr, ça dépendra comment le CAC s'est comporté. Donc là, on peut très bien aller rejoindre les 5860 puisque... Voilà. C'est haussier. Bon, ça ressemble à 2020 avec un Nasdaq encore plus haut, hein, et des records tous les jours. Tout va bien, madame la marquise, d'accord? Et c'est évident que si l'on franchit les derniers plus hauts, un gap haussier, voilà, assez fortement, ben on va aller chercher 5860, 5995, où ça peut aller. Vous voyez, 5300, j'avais dit, voilà, elle est tombée à 5306, j'avais dit 5000, c'était en décembre, excusez-moi. Il est tombé à, moi j'avais dit 5300, 5319. Alors je sais plus si c'était 5300 ou 5350, j'avais dit en premier objectif. Voilà. Ensuite, à la baisse, eh bien c'est toujours pareil, on va voir qui joue là. Donc je dirais 5117 en hebdo. Là effectivement, s'il y a une violente correction qui serait justifiée, voilà, vous avez vu les hausses paraboliques. Alors soit, voilà, comme je vous dis, il nous faut une correction. Alors est-ce que ça va ressembler à ça? Une dernière correction. Alors une petite, un nouveau plus haut, et là une grosse correction, enfin on verra, hein. Il faut pas, on peut pas trop s'avancer. Donc une correction. Donc là, je m'arrête en objectif maximal à 5117 points à un mois sur Kijun. Ok. Et vous voyez que ça correspond grosso modo. Mais là, bon, là, il y a regardez là. Enfin, en gros, c'est presque une ancienne résistance. Hein, mais là, c'est surtout, vous voyez, hein, le premier, il est là. C'est toujours pareil. C'est le premier, il est là. Hein. Il est à 5300. Parce que là, c'est deux anciens points bas ici. Bon là, vous voyez le truc, ce qui se passe, c'est que si ça se passe ici, il y a rupture du Kumo-span. Donc ça peut être dangereux. Donc, à la baisse, correction, 5300 points, voire, on va chercher Kijun hebdomadaire. Bon, si on fait une petite correction HD, intraday, pardon, 5550. Base Kumo H4. Donc vous voyez, malgré cette hausse parabolique, cette hausse terminale que j'avais prévue avant le Covid, la hausse terminale n'a pas eu lieu, elle a lieu maintenant. Cette hausse critique, eh bien ça peut continuer à monter si les marchés le décident, si les programmateurs d'algo le décident. Voilà, c'est tout. Bien, maintenant je vais conclure cette newsletter. Avant de terminer le final, j'espère que cette newsletter vous a plu, qu'elle vous a apporté quelque chose. Si vous voulez faire partie de ma mailing list ou si vous avez des questions, écrivez-moi, n'hésitez pas à m'écrire. Et surtout, je serais vraiment très honoré si vous me mettiez un petit like, si vous partagez cette vidéo,
commenter cette vidéo parce que c'est énormément de travail. Voilà, c'est très difficile de réaliser ces vidéos et surtout cela permettrait, je dirais, à d'autres personnes de me découvrir parce que plus vous mettez de likes, plus vous regardez la vidéo et plus vous mettez de commentaires et plus YouTube va la distribuer. Donc ça permettrait à d'autres personnes de découvrir mon travail et ce serait très intéressant pour eux, je pense. Vu ce qui se passe actuellement sur les marchés, effectivement, s'ils écoutent les autres, s'ils écoutent les médias, eh bien, ils risquent de perdre gros. Parce que voilà, s'ils accèdent à mes vidéos, ils seront largement avertis de ce qui peut se produire, avec une probabilité maintenant qui devient très importante. Alors, la conclusion de cette newsletter, c'est quoi? En fait, tout ce que je vous ai dit depuis le départ se réalise. D'accord? C'est-à-dire, je parlais du grand n'importe quoi. Voilà, parce que bien sûr, on ne va pas vous dire que c'est du grand n'importe quoi. Je parlais de casino technique. Je parlais d'impulsion algorithmique, je dirais astronomique. Je disais il y a quelque temps, l'improbable devient probable, l'improbable est devenu probable. Eh bien, tout cela, c'est exactement ce qui se passe actuellement, avec, on le voit, le grand n'importe quoi de la hausse de GameStop, d'AMC, de Spectra Science, là, dernièrement, le dernier dossier, voilà, un dossier qui n'a rien publié depuis 2017. Voilà le grand n'importe quoi, les algos, la puissance algorithmique propulse les titres, n'importe quel titre, à des niveaux inconnus. Comme je l'avais dit, McAfee est monté à 38 ou 40, mais il aurait pu monter à 50 ou 80. Regardez également le graphique de Guillemot, 12 mois de hausse d'affilée, voilà, le grand n'importe quoi, l'improbable devient probable avec les algorithmes, avec l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que maintenant, nous sommes probablement proches de la bulle terminale, de la fin de cette bulle boursière, puisque avec ces événements de GameStop, de Spectra Science, etc., on fait rentrer un maximum de monde. Vous voyez, les derniers rounds, comme moi j'étais rentré en mars 2000 à l'époque, en mars 2000, voilà. Des gens qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas ce que c'est qu'un chandelier, et qui écoutent les journaux, voilà, ils disent c'est super, je vais gagner de l'argent à tous les coups. Donc vous voyez, cette motivation à faire rentrer un maximum de personnes sur les plus hauts est un signe avant-coureur d'un effondrement, je dirais, imminent. Alors imminent, ça peut être, vous voyez, je vous les ai montrés sur les graphiques, là, ça peut durer encore un peu. Hein. Voilà. Alors c'est toujours le même stratagème, si vous voulez. On vous donne l'illusion que vous êtes invincible. Voilà. Vous, particulier, avec votre petit capital, vous allez rentrer sur n'importe quel titre, parce qu'on vous a dit que c'est une occasion, ou on vous a dit, ben voilà, là ça monte tous les jours, il faut rentrer sur ce titre, et voilà, vous allez gagner, et votre vie va changer. C'est toujours le même stratagème, faire rentrer, je dirais, des gens qui ne connaissent pas ce milieu, qui ne savent pas que c'est très difficile de réussir dans ce milieu-là, pour que justement les gros poissons, comme on dit, voilà, ceux qui ont la main sur le marché puissent distribuer tranquillement leurs actions. Car il ne faut pas se leurrer. Voilà, c'est comme le crack du sucre, je vous l'ai expliqué. Tous ces derniers dossiers, bien sûr, ce ne sont pas les particuliers, bien sûr, qui ont, je dirais, mis en place cette stratégie afin de faire monter au sommet des valeurs qui pourtant ont des, je dirais, fondamentaux catastrophiques. Non, ce sont des gens sûrement bien informés, de très bons techniciens, avec un certain capital, qui ont justement monté tout ça pour vous faire venir. Et d'ailleurs, je vous le dis de source sûre, la plupart des personnes sur GameStop n'étaient pas des particuliers, la plupart étaient vendeurs. Et puis, ce qu'il faut savoir également, c'est que ce crack, je dirais qu'il y a des cadavres dans les placards, puisque je me souviens lors de la crise de 2008 que, alors je ne sais plus à quelle occasion j'ai vu cette information, que en fait ils avaient surpris une conversation entre
deux financiers de haut vol, c'était en 2005, en 2006, vous voyez, bien avant le crack des subprimes, et qui parlait de ça justement, qui disait en gros le jour où ça va péter, ça va faire très... Donc là il y a des cadavres dans les placards, donc tout cela va être orchestré à certains moments, voilà, on va vous sortir quelque chose. Alors ça peut être l'inflation, le Brexit, l'Angleterre va pas bien, vous voyez, ça peut être voilà, plein de choses, hein. On va vous sortir le prétexte qui provoquera ce crack. Et tout est préparé à l'avance, bien évidemment, puisque je vais vous dire deux choses. La première, c'est une grande valeur de la côte française. Et ça, voilà, parce que bon, moi j'ai des informations que personne n'a. Voilà. Une grande valeur de la côte française. J'ai eu une information il y a quelques mois et en fait, il y avait des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur une valeur. Bon, je ne vous dis pas quelle valeur, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai su que on m'a dit peut-être que ça sortira pas, peut-être que ça sortira jamais. Voilà, en gros. Mais le jour où ça sort, là, par contre, ça va faire très mal. Voilà. Alors, bien sûr, c'est voilà, moi, je n'ai aucune raison de vous raconter ça si ce n'était pas vrai. Hein. Voilà, déjà, vous voyez ce que je veux dire. On a les dossiers. Hein. C'est comme François Fillon. Hein. Voilà. Bon, je plaisante un peu, mais voilà, il y a ça. Et puis sur ma vidéo, que je recommande bien sûr de ma performance, je dis la vérité sur le trading, je vous parle du disciple de Soros, qui plonge, qui était brillant, qui plonge sur les banques thaïlandaises. Vraiment brillant. Et vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit ce sont les autres traders qui m'ont coulé. Voilà. Alors j'estime que quand on est à ce niveau-là, je pense que si on dit ça, c'est vrai. Moi, bon, voilà, moi je ne suis pas dans cette situation, hein, mais moi si j'étais un grand trader avec un grand capital, reconnu quoi, hein, et si je disais c'est les autres qui m'ont coulé, ben, je peux vous dire que ce serait la vérité. Donc voilà, il faut savoir que tout est dans les tuyaux là, hein, et on attend le moment, voilà, le moment adéquat pour provoquer la chute, et qui servira bien sûr à certains. Alors, dans ce marché, eh bien, je vous le dis, encore une fois, il faut être prudent, il faut être très prudent, il faut être quand même assez liquide. Alors si vous avez un petit capital, c'est un peu compliqué, mais il faut essayer de conserver des liquidités. Et surtout, si vous êtes trader, day trader ou scalper, je vous le redis, voilà, vous prenez un trade, mais vous autorisez une perte maximale. Moi, je ne sais pas, 50 €, j'en sais rien, moi. Ou un pourcentage, hein. Une perte minimale. Vous réfléchissez, vous cherchez pas à comprendre, hein, d'accord, hein, parce que le stop, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, une perte minimale et je dirais une perf maximale, parce que là vous êtes sur du très court terme et là c'est très dangereux. Voilà. J'en ai fini, ben, j'espère que cela vous rend service et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse technique.